bienvenue. Vous remercier tous de nous attendre et de nous accompagner dans cette deuxième session du congrès 44, fait dans des conditions toujours un peu difficiles, mais surtout aussi dans une situation qui est très motivante, qui est très intéressante de discuter et de faire quelques réflexions sur quelles sont les possibilités pour intervenir dans la ville après cette année et demie qu'on a vécue d'une façon très, très dure et très, très difficile dans notre journée quotidienne. Et je crois que le thème du congrès, c'est très, 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 très pointu, parce que effectivement, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et comment on peut soigner bien notre vie dans tous ces différents aspects. Ce n'est pas uniquement une question de santé, c'est dans un sens que la santé, c'est une santé physique, une santé psychologique, mais c'est aussi une santé sociale, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire une santé où les gens aiment vivre et qui sont bien avec eux-mêmes et avec les autres. Et ça, c'est très important dans les moments d'aujourd'hui. Hier, dans un petit débat à la radio au Portugal, il y avait quelqu'un qui se disait que cette pandémie, une fois de plus, a révélé tout ce qu'il y a de super bon et d'excellent dans l'humanité, mais en même temps, ça a montré aussi le côté noir de la même humanité, l'égoïsme vis-à-vis certains exclus, ou certains gens qui comptent moins pour les décideurs, ou même le chacun pour soi que dans d'une côté, d'une façon ou de l'autre, parfois ça arrive, ça c'est très intéressant, mais que finalement, le bilan final, on estimait encore positif. Pas uniquement la façon comme on a réussi à mettre en place une vaccine énorme, mais aussi tous les mouvements qui sont déclenchés dans des petits quartiers, dans des villes, dans des villages, et même au niveau international, ça se commence à mettre en place une autre façon de solidarité parce qu'il y a une compréhension dans un monde global. C'est toujours une question de temps que les contaminations, les problèmes passent d'un pays à l'autre. Et si on veut vivre dans la même planète avec une bonne situation pour tous, il faut soigner tous. Et on va commencer pour soigner notre ville, parce que c'est là que la plupart des gens vivent. Alors, merci beaucoup pour nous attendre. Je passe tout de suite la parole à notre toujours président Maurice Charrier, quelqu'un qui nous a marqué d'une façon très, très forte dans ses mandats et qui, justement, a une expérience politique humaine très, très forte qui, je pense que c'est exactement la personne plus indiquée pour ouvrir cette séance en français. Je suis absolument sûr qu'il touche ces différentes dimensions qui sont aujourd'hui à la pointe, qui sont aujourd'hui dans les aspects principaux et qui on doit prendre en compte. Merci beaucoup, Maurice, pour nous donner le plaisir de t'écouter. Et je vous souhaite à tous et à tous les autres qui le suivent un très bon congrès. Après Maurice, il y a d'autres collègues qui ont des perspectives et des vies, des expériences de vie très diversifiées, très intéressantes. Après on ouvrira le débat dans une table ronde où il y a un vrai panel d'experts internationaux qui nous vont aider à réfléchir un peu plus loin de ce que les premiers
invités intervenants vont le dire. Alors, merci Maurice, je te donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, ça fait plaisir de se retrouver, mais je garde quand même l'espoir que ce sera la dernière visioconférence que l'on subira et que le prochain congrès se fera en présentiel et permettra un peu plus de fraternité entre nous. Voilà. Merci à toi, Fernando, pour ton propos. Tu as mis un peu la barre haute avec tous les qualificatifs que tu m'as attribués, mais je vais essayer de m'en sortir. Donc, permettez-moi ce petit propos pour situer, en tout cas selon moi, les enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Après cette année de pandémie, on peut dire que beaucoup d'entre nous doivent se poser la question que sera la ville du jour d'après, avant qu'il ne soit trop tard, je rajoute. Alors, encore tard, trop tard, bien trop tard, tout dépend du lieu, du curseur, du placement du curseur que vous ferez sur cette échelle entre optimisme, objectivité et pessimisme. En tout cas, une chose me paraît certaine, le contexte actuel appelle à des ruptures, cela a été déjà dit, avec bien des visions que nous avions avant. Je constate, comme d'ailleurs assez souvent, si le début d'une crise a pour effet de provoquer des remises en cause, mais aussi de provoquer des innovations sociales et autres, des convergences et des solidarités, dans la durée, peut-être par lassitude ou je ne sais quoi, les ardeurs pour changer les choses, pour que le jour d'après ne ressemble pas au jour d'avant, s'étiole quand même quelque peu. Voilà. Si la crise que nous traversons est sanitaire, le président vient de le rappeler, les conséquences sont multiples, elles sont sociales, économiques, culturelles, et leurs effets iront très certainement bien au-delà de la phase de pandémie. Je crois que nous pouvons tirer un enseignement de cette année écoulée, c'est le développement la démonstration des interdépendances. Et les interdépendances sont diverses, les interdépendances entre les territoires, de la métropole avec ces villes secondaires qui peuvent, dites secondaires, qui peuvent l'entourer, mais aussi avec la ruralité qui l'accompagne. Mais aussi interdépendance entre les pays européens et même au niveau international. Interdépendance aussi des économies dans la production des biens matériels et des services, de l'agriculture pour l'alimentation et dans le domaine de la recherche scientifique. Interdépendance entre l'humanité, la nature, la biodiversité. Mais aussi entre justement cette transition écologique que nous appelons de nos voeux et les questions sociales, mais j'y reviendrai. Et enfin, interdépendance entre les groupes humains. Nous avons vu qu'au au cours de cette année de pandémie, l'homme est bien resté un animal social. Voilà, est bien resté un animal social, et je dirais que les interdépendances humaines se manifestent au niveau également international, et pour cela, j'évoquerai les flux migratoires qui sont la conséquence, je dirais, pour beaucoup des turpitudes de nos sociétés. Ce phénomène d'interdépendance se double d'une tendance aux fragmentations. De mon point de vue, si les interdépendances nous interrogent,
les fragmentations représentent de réels dangers. Ces fragmentations n'ont rien à voir avec la diversité. La diversité de notre planète lui donne sa richesse, diversité géographique, sociale, humaine, culturelle et politique. Et ce serait une erreur que de vouloir gommer ces diversités en promouvant un modèle unique, voire dominant, d'un modèle unique ou dominant de développement urbain. Donc, la reconnaissance de la diversité, il faut que nous puissions la vivre comme une invitation aux rencontres, aux échanges, au métissage par le dépassement. La fragmentation ne sont que repli sur soi, repli sur son territoire, repli sur sa culture ou sur son idéologie, et tout cela est source des plus grands dangers pour toutes et tous. Et regrettons que l'universalité d'un certain nombre de valeurs humanistes soit quelque peu mise à mal. Nos villes et territoires n'échappent pas à ces fragmentations. Tout d'abord, il y a, et cela a été souligné, les inégalités sociales, la fragilité de la cohésion sociale avec les ségrégations, le développement des communautarismes, les inégalités dans l'accès à l'information et au savoir. Mais également, fragmentation de nos villes au plan, je dirais, physique et dans ses modes de fonctionnement, avec un zonage de plus en plus prégnant du développement urbain. La ville perd de sa complexité, ce qui faisait, je dirais, sa richesse de mon point de vue. L'inégalité des villes également et des territoires dans leur aménagement et dans leurs conditions d'accès aux services et remise en cause du politique et le développement de l'individualisme. Je dirais qu'il y a même une fragmentation démocratique qui s'opère dans un certain nombre de pays. Si nous considérons que la ville est le reflet de l'état d'une société et qu'en retour, elle influe sur l'état de cette société et que la ville est une création politique et humaine, nous comprenons qu'agir contre les fragmentations et gérer positivement les interdépendances relève de choix politiques et de choix de société. Pour donner quelques exemples concrets de préoccupations qui m'animent aujourd'hui, la louable volonté d'améliorer les conditions de vie dans les villes, avec par exemple le retour de la nature dans la ville, la définition du concept de la ville du quart d'heure, les rénovations urbaines, faire tout cela sans se poser au préalable la question « pour qui fait-on cela ?» peut conduire au développement de fragmentation sociale par la gentrification. L'exclusion de la voiture de la ville, sans aborder les conditions d'accès au transport en commun au travers de la qualité, de sa qualité et de sa tarification, c'est aggraver les inégalités sociales et accentuer les relégations. Vouloir diversifier l'offre de logement, en particulier en construisant du logement accessible dans les quartiers et les villes qui en sont dépourvues, sans remettre en cause la spéculation foncière et plus globalement la financiarisation de la ville, c'est voué à l'échec, à moins que ce soit l'objectif. Définir la mixité sociale en refusant de reconnaître les capacités créatrices des couches populaires, sans lier cette volonté à une action culturelle et éducative dynamique, conduit à l'échec ou relève d'une volonté d'exclure à moyen terme. Plus globalement, et pour reprendre une réflexion d'un urbaniste que nous connaissions bien à l'INTA, Bouba Olga, nous devons, selon lui, bannir la CAM. La CAM, c'est C comme compétitivité qui accentue les inégalités. Le A, c'est attractivité
qui encouragerait à la concurrence. Le M, c'est métropolisation qui pillerait les autres territoires. Et E, c'est l'excellence qui mépriserait les territoires qui ne pourraient pas être dans cette excellence. Donc le choix est entre CAM et coopération, solidarité, bien commun, tel est le choix. Ce choix se pose au niveau local, mais jusqu'au niveau international. Nous savons que ce sont les idées qui mènent le monde. La ville n'est pas en dehors de ce mouvement. Cela pose l'importance de la connaissance, de la culture, de la politique et de la citoyenneté. Je ne doute pas des capacités de INTA d'explorer ces questions de fond, comme nous l'avons fait à l'occasion du Forum mondial des Nations Unies sur l'habitat qui s'est tenu à Quito en décembre 2016 et à l'occasion duquel nous avons publié un manifeste sur les ruptures qui marquent le monde d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut que l'on soit à ce niveau-là d'exigence si nous voulons que la ville de demain ne ressemble pas à la ville d'hier. Merci beaucoup. Merci Maurice. Merci Maurice. En plus, tu es resté dans les temps. C'est parfait. L'idée de fragmentation est, à mon avis, une idée importante sur laquelle il faudra peut-être rebondir un peu plus tard. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Aurélien Rousseau. M. Aurélien Rousseau, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Parfait, merci. Nous sommes ravis que vous ayez pu accepter notre invitation. Nous avons pu discuter avec vos collaborateurs sur le thème de votre intervention. Je me permets simplement de rappeler. Trois intervenants vont intervenir, trois keynotes, trois interventions magistrales vont nous guider, qui posent la question, qui est toujours la même question. Quels sont les effets de l'épidémie sur la ville? Est-ce que l'épidémie bouleverse profondément la situation urbaine? Est-ce que la situation urbaine peut s'améliorer par elle-même et jouer un rôle dans la prévention des épidémies futures? Il y a une double tension là entre l'agir et le réagir, et peut-être que vous, de votre point de vue, vous avez quelque chose à partager avec nous, une réflexion, vos réflexions peut-être à partager avec nous sur ces questions-là. Merci beaucoup de cette proposition. Le champ est très large et du coup, au-delà évidemment de ce que mes excellents collaborateurs avaient pu échanger, en entendant également Maurice Charrier à l'instant, quelques réflexions plutôt pour nourrir, plutôt que de donner le sentiment d'être en situation de faire un exposé magistral. Pour moi, en fait, si je résumais la crise, je la résumerais avec un double deux mots. C'est la morsure et le rebond. La morsure, d'abord et avant tout parce que la crise, elle nous a mis dans la figure quelque chose que l'on savait, quelque chose sur lequel il y a des milliers de pages de recherche scientifique sur le fait, au fond, qui a été formalisé dans la charte d'Ottawa, sur le fait que la santé, le bien-être ne sont que minoritairement déterminés par les conditions de soins et par le système sanitaire stricto sensu, mais qu'ils le sont pour l'essentiel, alors les typologies changent, mais autour de 60% par les conditions de vie et d'environnement. J'allais dire, la crise ne nous a pas fait découvrir ça. En France, chaque agence régionale de santé détermine un projet régional de santé. Et en Île-de-France, depuis la création de l'agence, le projet régional de santé, il met
en premier objectif la réduction des inégalités. Donc, on n'est pas sur quelque chose où tout d'un coup on s'apercevrait qu'un drame a pris un chemin qu'on n'avait pas imaginé. Mais par contre, et c'est pour ça que j'appelle ça la morsure, c'est que la violence avec les spécificités du Covid-19 de tout cela a été décuplée. Si je peux, pardon, et j'ai du mal, moi, pour ma part, à ce stade, à prendre sans doute suffisamment de recul, mais vers le 15 mars 2020, mes équipes me disent on commence à avoir des données de remontée de surmortalité en Seine-Saint-Denis. Pour être tout à fait franc, peut-être devrais-je dire qu'on a été beaucoup plus intelligent que ça, mais je préfère, pour nourrir le débat, dire la réalité. Pour être tout à fait franc, on est un certain nombre à s'être dit il y a un problème, ça n'est pas normal, parce que l'épidémie, les formes graves touchent des personnes âgées. La Seine-Saint-Denis est de très loin le département le plus jeune de la région. Donc, il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. On a donc fait quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça en France. C'est que moi, j'ai demandé dès le 18 mars 2020 à l'Observatoire régional de la santé d'aller faire une étude pour comprendre ces éléments de surmortalité. Avec, je dois le dire, deuxième élément d'erreur d'analyse de ma part, mon angoisse principale, c'était que la prise en charge hospitalière dans les établissements de Seine-Saint-Denis soit au fond moins bonne que ces établissements parisiens et que la surmortalité soit due. Et à la vérité, d'abord après avoir revérifié tous les chiffres, avoir fait un énorme travail avec l'INSEE pour être sûr de ces éléments de surmortalité, le constat qui s'est imposé, que l'ORS a documenté assez vite, c'est qu'en fait, la surmortalité en Seine-Saint-Denis, qui est dans l'est du Val d'Oise, qui dans certaines communes était de 400% supérieure à la moyenne régionale, n'était pas liée aux conditions d'hospitalisation parce que les gens mouraient avant même d'arriver à l'hôpital. Et pourquoi ils mouraient avant même d'arriver à l'hôpital? Je prends deux exemples un peu, si je puis dire, un peu caricaturaux, mais qui ne sont pas si caricaturaux que ça. Je suis chauffeur Uber, j'habite en Seine-Saint-Denis, j'ai un peu de tout, c'est vrai, je me sens un peu fiévreux, mais ça m'est déjà arrivé. M'arrêter de bosser, c'est perdre immédiatement de la ressource. Et en fait, je continue à bosser. Ce virus, comme vous le savez, on a parfois des dégradations violentes à J+7 après le déclenchement des symptômes. Et donc, on a des gens qui sont décédés avant même d'arriver en réanimation, avec des dégradations extrêmement rapides. C'est le département où il y a eu le plus de gens qui sont morts même aux urgences, avant même qu'on puisse les transférer en réanimation. Et le deuxième exemple, c'est évidemment celui, mais qui pourrait être inspiré du premier, d'une personne qui n'a pas cessé de travailler parce que, par exemple, elle assure le ménage dans les bureaux, qui n'a pas de médecin traitant, tout, symptômes, et puis pas de médecin, et une arrivée à l'hôpital trop tardive, dans un état trop dégradé. Cette personne, contaminant largement autour d'elle parce que conditions d'habitat, suroccupation des logements, suroccupation évidemment sans aucune forme de jugement de valeur, on prend la notion au sens strictement quasiment statistique. Et donc, on arrive dans cette situation où ce qui nous saute à la figure, c'est qu'en fait, cette épidémie est une chambre d'écho aux inégalités, qu'elle est d'une certaine manière un précipité de ce qu'on a écrit 10 fois et que on sait, on ne découvre pas,
et on sait qu'on va se heurter à ça. Et on voit très vite la notion de déterminant de santé. J'ai cité le logement. On vient de publier cette semaine une cartographie des zones de logement social et des zones où la vaccination est la plus faible. Évidemment, ces cartographies se superposent. La cartographie de la surmortalité et du niveau d'IDH, elle se superpose. La cartographie de la prévalence de l'obésité et de la mortalité, elle se superpose parfaitement. Donc, à partir de là, on sait qu'on a face à nous un ennemi, pardon de reprendre ce vocabulaire un peu martial et un peu absurde, mais on sait qu'on a face à nous un ennemi qui, en plus de nous prendre toujours à contre-pied, de maintenir beaucoup d'incertitudes, va toucher les populations qui sont doublement fragilisées parce qu'elles sont les plus à même de développer des comorbidités ayant un impact direct sur la gravité des formes de Covid. Je pense notamment à l'obésité. Évidemment, l'obésité est une maladie de la pauvreté. Et le deuxième élément, c'est que ce sont ces populations, ces premiers de corvée, qui n'ont pas pu, eux, faire du télétravail. Voilà. Et donc, à partir de là, notre mot d'ordre, il va être d'essayer de construire des politiques, encore une fois, qui ne sont pas des découvertes, mais en essayant de les faire passer à une échelle sans commune mesure avec ce qu'on avait connu jusqu'à présent, qui sont ce que l'on appelle en santé publique, enfin, le terme n'est pas très, très sophistiqué, des politiques d'aller vers, pour aller vers les gens. Et c'est pour ça que dès le tout début du mois de mai, quand on commence on met en place des opérations, ce qu'on a appelé des barnums de tests, pour aller dans les quartiers populaires. Je pense notamment tout début mai aux Chênes Pointues à Clichy, au pied des tours, où on est allé apporter les tests pour savoir ce qui se passait en croisant les indicateurs démographie médicale, indice de développement humain, niveau de surmortalité, et en se disant c'est là qu'il faut aller chercher, voir si l'épidémie reprend. Et qu'il n'y ait pas d'angle mort dans cette épidémie. Et ces politiques d'aller vers, d'une certaine manière, elles ont pris une ampleur qui ne les fait pas simplement changer de degré, mais même changer de nature. Hein. C'est plus, par exemple, c'est plus de 1000 opérations de dépistage en barnum qu'on a organisées dans des quartiers populaires. Je prends sciemment le terme de quartier populaire parce que c'est ça. Et donc, ça, comment dirais-je, ça a remis au premier plan certains des fondamentaux de la santé publique. Et à ce stade de mon intervention, j'en retiens deux. Le premier, c'est les déterminants de santé, les conditions d'accès à la ville, les conditions d'habitabilité, les conditions de logement plus précisément, sont des déterminants de santé essentiels. Et le deuxième élément, c'est en fait l'accès à la médecine, aux soins, il est intrinsèquement inégalitaire. Et il n'est pas inégalitaire uniquement parce qu'il y aurait une démographie médicale qui serait différente avec des déserts médicaux. Il est inégalitaire parce qu'on a des populations qui, culturellement, ne vont pas aller chez le médecin juste parce qu'elles toussent et qu'elles ont un peu de fièvre. Voilà. Et on a des populations pour qui, culturellement, et c'est notre actualité du moment, le vaccin, et je ne dis pas, je ne décris pas des anti-vax fanatiques qui se déchaînent sur Twitter en disant qu'on essaie de tuer l'humanité. Je décris des gens pour qui nous n'avons pas trouvé, nous, la puissance publique, les mots, la pédagogie et les éléments qui permettent de les convaincre que c'est ainsi qu'on arrivera à mettre un terme à l'épidémie. Et deux fondamentaux de santé publique, encore une fois, aucun n'est une découverte, mais qu'on va devoir en temps réel déployer à une échelle qu'on n'avait jamais déployée. Ça nous amène ça tout de suite à un mot de plus que d'une certaine manière indirectement j'entendais dans les interventions précédentes.
qui est celui de dire l'enjeu de santé publique est un enjeu aussi de gouvernance et ça ne peut fonctionner que par coalition, voilà, par coalition d'acteurs. Et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup plus la culture, voire le culte des compétences des uns et des autres. L'agence régionale de santé chargée de piloter et d'organiser le système de soins et de prise en charge dans la région, ça ne fait aucun doute que c'est la compétence du directeur général de l'ARS de faire ça. Et en même temps, moi, ma conviction, évidemment, c'était que nous n'y arriverions pas si nous ne faisions pas le dernier kilomètre jusqu'aux gens. Et donc, comment on faisait, comment on y allait, et on a essayé, et encore une fois avec plein d'échecs, d'imaginer des dispositifs dédiés. Quand je dis plein d'échecs, ce n'est pas une formule juste pour faire semblant d'avoir du recul. On a par exemple monté 2 opérations pour les travailleurs essentiels, y compris en travaillant avec des organisations syndicales, par exemple en allant dépister et proposer des tests à Rungis à 4 heures du matin avec des labos qu'on a évidemment payés pour ça. Et il y a eu très, très peu de gens qui se sont fait dépister. Et la réponse, c'est encore une fois les inégalités qui nous la donnent. Poids des intérimaires, si je me fais dépister que je suis positif, je vais perdre mon boulot. Et donc, en permanence, on a dû tâtonner, comme la médecine tâtonne, mais en inventant des dispositifs de santé publique, et tout ça dans un esprit, et pas que dans un esprit, ce ne sont pas que des mots, de coalition. Hier, par exemple, ou avant-hier, j'étais place de la République. On a monté un dispositif avec des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler ensemble, avec d'un côté les syndicats et de l'autre les grandes plateformes type Uber, Uber Eats, Deliveroo ou Frishti, pour permettre la vaccination la plus simple possible pour les livreurs, par exemple. Voilà. En se disant, les livreurs, à quel moment les journées c'est un peu plus calme, c'est entre 13h30 et 18h30, voilà. Donc, les boîtes ont accepté de communiquer et donc, on a mis en place un barnum provisoire de vaccination place de la République pour ces livreurs. Et moi, je peux vous dire que sans faire de mélodrame, mais le premier d'entre eux, il pleurait parce qu'il pensait qu'il ne savait pas qu'en France, la vaccination était gratuite. Il n'avait pas de sécurité sociale, donc il pensait qu'il ne pouvait pas y avoir accès. Et évidemment, depuis le début, dans ces situations-là, on a des agents de l'assurance maladie qui sont là pour créer des numéros dédiés et pour suivre et pour permettre ces situations-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, nous n'aurions pas su mettre autour de la table aussi vite la Croix-Rouge, la ville de Paris, une communauté professionnelle territoriale de santé, nous, des syndicats, des plateformes, j'allais dire d'employeurs, mais justement, ce ne sont pas des employeurs. Enfin bref, vous savez, tout le débat sur cette question-là. Donc, moi, le point, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera plus, je crois, de santé publique de la même manière, en termes notamment de coalition d'acteurs. Et c'est là, au fond, que je voudrais faire une dernière remarque et après essayer de synthétiser. Il y a par ailleurs des choses qu'on savait, là encore. On sait qu'il y a des dispositifs d'urbanisme favorables à la santé. On a publié, nous, pas mal de guides de bonnes pratiques, y compris de choses très concrètes. Un PLU peut être un outil favorable à la santé, pas simplement parce qu'il favorise des circulations douces, mais parce qu'il réserve des locaux pour des professionnels de santé en pied d'immeuble, mais aussi parce qu'il va lutter contre les îlots de chaleur. Donc, moi, mon combat, par exemple, c'est que dans les contrats locaux de santé qu'on signe avec les maires, ça ne soit pas juste, entre guillemets, et pardon pour eux, l'adjoint à la santé qui vienne. Mais s'il n'y a pas l'adjoint à l'urbanisme,
ou s'il n'y a pas le maire, évidemment, eh bien, en fait, on est à côté de la plaque. Et donc, cette idée d'urbanisme favorable à la santé, de l'urbanisme est un déterminant majeur de production de santé, c'est quelque chose qui ressort de la crise avec beaucoup de force. Et je pense que les éléments spécifiques liés aux conditions de logement sont celles avec le recul, on a lancé plusieurs études sur le sujet, sont celles avec le recul sur lesquelles on aura le plus d'éléments, et on travaille en ce moment même avec les partenaires et notamment les grands bailleurs sociaux. La conclusion que j'en tire, et je voudrais juste 3 minutes pour ne pas monopoliser, puis éventuellement, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Je vais vous poser une question. Voilà, la conclusion que j'en tire, elle est, comment dirais-je, elle est au fond très politique. La crise sanitaire, elle ne vient pas dans un ciel calme. Elle vient dans un moment où l'hôpital public était avec beaucoup de mouvements sociaux, en colère, dans une reconnaissance. Avant cela, vous vous rappelez du début du mouvement des Gilets jaunes et du grand débat national dans lequel la santé n'est pas mise comme sujet, comme un des thèmes. Et à l'issue du grand débat national, la santé est le sujet qui est le plus remonté comme préoccupation des Français en termes de le jour où la pharmacie, le médecin ou l'hôpital s'en va, c'est la fin des fins. Donc, la santé, c'est un sujet politique et au fond, moi j'ai hâte d'une certaine manière que les politiques s'en ressaisissent. J'ai dans des fonctions précédentes, eu à prendre des arbitrages sur le niveau de l'ONDAM, le niveau de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Honnêtement, c'était une décision lourde et forte, mais on passait quelquefois beaucoup plus de temps sur des choses beaucoup moins importantes. Pour la première fois cette année, un peu paradoxalement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'a pas été déféré au Conseil constitutionnel par les parlementaires, comme si c'était une espèce de truc technique. Non, je suis vraiment convaincu que notre planche de salut, c'est le fait de se redire que la santé est un sujet politique et qu'il n'est pas qu'un sujet stricto sensu sanitaire ou hospitalier. Ce qui me glace un peu, je dois dire, enfin glacer, le terme est exagéré, mais je peux dire en étant sincère avec moi-même que nous avons pris en charge dans l'hôpital public, avec le concours de l'hospitalisation privée, tous les malades de la région Île-de-France qui nécessitaient de l'hospitalisation. On n'a pas connu ce qu'ont connu une partie de nos voisins. Nous avons su nous organiser. Or, aujourd'hui, le débat politique, il se focalise sur cette question du nombre de lits, qui est justifié. Hein. Sans doute il faut revoir certaines trajectoires où on avait trop baissé le nombre de lits. Mais aujourd'hui, pour moi, j'allais dire en tant que patron du système de santé en Île-de-France, mon sujet majeur, c'est la prévention et la promotion de la santé. C'est comment on lance des dispositifs de lutte contre l'obésité, comment on relance les dispositifs de santé communautaire. Ce mot qu'en France, on a beaucoup de mal à prononcer parce qu'il a une connotation, enfin le mot communautaire a lui-même une connotation. Et moi, je me dis, je ne voudrais pas qu'on se trompe de combat. Il y a évidemment le combat sur l'hôpital, sur les moyens de l'hôpital public. Je ne vais pas opposer les deux, mais il y a un combat de coalition sur la prévention et la promotion de la santé dans lequel les acteurs de la santé au sens strict ne seront pas les seuls à devoir s'engager. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on regarde la crise pour ce qu'elle est. Je vais le dire de manière violente et tranchante, mais on est plus mort en Seine-Saint-Denis d'être obèse que du fait qu'il y ait moins de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis qu'il n'y en a dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Et donc, c'est ça notre responsabilité, c'est d'être sur ces deux pieds à la fois et de ne pas en lâcher un au profit de l'autre.
pardon, je ne sais pas si ça répondait à vos interrogations, et c'était plus sur la forme d'un témoignage et de quelques convictions pour nourrir vos débats. Merci, monsieur le directeur. Non, non, c'est tout à fait passionnant, c'est tout à fait clair. Et merci aussi pour la franchise avec laquelle vous analysez la situation et le rôle des acteurs, et notamment de l'agence et de l'agence au cours des 2 dernières années. Vous avez beaucoup parlé, et je vous en remercie, des déterminants de santé, et notamment les déterminants environnementaux dans lesquels je classe l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la mobilité, le logement, etc. J'ai bien compris qu'il y avait que vous ne travaillez pas en silo et qu'il y a d'autres partenaires, qu'ils soient publics ou privés, qui participent aux activités ou qui aident aux activités. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'urbanisme favorable à la santé? Quelle serait la ville de demain? Comment vous la voyez? Quels seraient les instruments que, d'une part, les agences de la santé peuvent apporter, d'autre part, que les spécialistes de l'aménagement et de l'urbanisme peuvent apporter de leur côté? Moi, je pense déjà qu'il y a beaucoup de choses qui se font et il y a beaucoup d'expériences qui sont menées et sur lesquelles, pardon, à ce stade, il y a trop peu de partage. Donc, je trouve, et Intan est un bon lieu, que il y a encore quelquefois une espèce de regard un peu presque condescendant sur ces outils-là, sur le fait de dire santé et urbanisme, c'est un peu quand on aura tout réglé, on s'occupera de ça. Voilà, moi je pense que le sujet est déterminant. Aujourd'hui, quand je parle de ce regard condescendant, je parle y compris du côté des agences. Aujourd'hui, nos compétences propres en la matière, elles sont faibles. Hein, j'ai des collaborateurs engagés, etc., qui portent ça. Donc, concrètement, hier, par exemple, j'ai signé avec Grand Paris Aménagement et avec l'ANRU des conventions pour que dans les opérations des uns et des autres, on intègre la dimension de santé le plus en amont possible dans les dispositifs. On a signé il y a quelque temps une convention avec l'AORIF, donc l'association des bailleurs sociaux à l'échelle de la région, un peu dans le même dispositif. Donc moi, ce que j'attends, si je puis dire, c'est que chacun se dise, dans mon domaine, où puis-je être contributeur et dans quoi puis-je être contributeur? Ce qui suppose que nous aussi, Agence régionale de santé, on accepte de se dire et que en fait, ce que je disais tout à l'heure, ce qui a été écrit 50 fois, notamment dans la charte d'Ottawa, c'est bien nos sujets à nous. C'est bien nos sujets à nous. Le fait d'accepter, y compris, par exemple, de prendre une fonction de plaidoyer. Ce n'est pas du tout évident pour une structure comme nous. Mais oui, aujourd'hui, la pollution aux particules fines tue des gens et on pourrait éviter ces décès. Il faut qu'on apprenne, nous, à ne pas être simplement des formulés du règlement ou rappeler la règle, mais à être aussi dans le plaidoyer. Systématiquement aujourd'hui, on se porte partie civile dans les affaires d'habitat indigne quand il y a des marchands de sommeil, etc. C'est pas évident, c'est de l'engagement, mais je pense que c'est aussi une forme de plaidoyer. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question de manière trop imprécise, mais quelquefois on dit la santé est partout, donc en fait elle est nulle part. En fait, elle est très concrètement dans des outils. Et notamment, je pense que les plans locaux d'urbanisme, et je l'ai vécu, ont aujourd'hui des possibilités d'être des leviers en faveur de l'accès de la santé, de son accès, mais de la préservation, qui sont insuffisamment utilisés par les collectivités. Insuffisamment parce qu'on les outille insuffisamment. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Si vous avez encore quelques secondes, quelques minutes à nous accorder, je voudrais savoir si nos amis ont une question à vous poser. On en prendra peut-être une avec votre permission. Oui, bien sûr. Malheureusement pour nous, vous allez nous quitter et donc nous n'avons pas la chance de pouvoir recommencer une discussion un peu plus tard.
Y a-t-il parmi vous, messieurs, mesdames, une question à poser à Monsieur Rousseau? Moi, j'en aurais peut-être une, effectivement, Canada. suite au fait que les plans d'urbanisme sont une aide à la santé. Vous avez fait état, entre autres, que les gens devaient souvent être la personne qui ramenait l'argent au foyer pour pouvoir survivre et donc avait très peu de propension à aller se faire tester ou se faire vacciner aussi à cause des problèmes culturels. Je me demandais, la mobilité joue un rôle quand même important de ce côté-là et comment vous pouvez influencer justement la mobilité? Comment la santé peut aider la mobilité? Parce que ces gens-là, qu'on le veuille ou pas, ils finissent par se retrouver en termes de mobilité très souvent dans les transports publics. Oui, vous avez raison. Et tout à l'heure, je citais deux échecs, si vous vous rappelez, d'idées qu'on avait eues. Et par exemple, on a mis en place dans les plus grandes gares d'interconnexion entre la banlieue et Paris des dispositifs de tests rapides en faisant… c'est jamais facile, hein, il faut se mettre d'accord avec la RATP, la SNCF, enfin bref, trouver des laboratoires qui vont le faire. En se disant, ces travailleurs essentiels, on n'arrive pas à les trouver sur leur lieu de travail. On a du mal à aller chez eux. Je reviendrai sur le aller chez eux. Au fond, il y a peut-être un endroit, à un moment, ils passent par les transports publics. Voilà. Et on a mis en place des dispositifs de médiation qu'on considérait comme plutôt importants et plutôt lourds. Et ben, ça a été un échec au sens où on a fait quelques dizaines de prélèvements, mais on n'est pas arrivé là-dessus à convaincre. De la même manière, on avait imaginé un dispositif qui fonctionne toujours, hein, qui est vous êtes testé positif ou vous êtes cas contact, on vous propose qu'une infirmière vienne à domicile pour vous tester vous et pour vous tester vos proches. Et en fait, on s'est aperçu, alors pareil, on peut nous dire c'était évident et bon voilà, on s'est aperçu que notamment dans les catégories les plus populaires, l'idée que quelqu'un vienne dans un domicile en situation de suroccupation, même un professionnel de santé, c'était une forme de honte et ce dispositif n'a pas fonctionné et les gens préféraient venir dans des barnums au pied des tours. Voilà. Un des outils qui a le mieux fonctionné, c'est un dispositif qu'on a mis en place mais qui a mieux fonctionné pour les personnes âgées avec l'assurance maladie. Moi, j'ai été tétanisé par l'idée que, et je le suis toujours, que la vaccination après les tests et après l'épidémie soit elle aussi totalement inégalitaire, et elle l'est. Et donc, avec l'assurance maladie en Seine-Saint-Denis, on a mis en place un dispositif où 7 jours sur 7, ils ont téléphoné au domicile des gens qui sont les plus précaires, aux personnes qui n'avaient pas vu de médecin depuis plus de 6 mois, aux personnes de plus de 75 ans, et on leur a réservé des créneaux de rendez-vous de vaccination. Avec des opérateurs capables de parler en plusieurs langues, voilà, et ça nous a fait des milliers de personnes, souvent avec, y compris là aussi, beaucoup d'émotions d'être appelées. Et puis, beaucoup aussi un rapport sans doute socio-culturel à la vaccination qu'on n'a pas réussi à craquer, si je puis m'exprimer ainsi, et à convaincre du fait que c'était bien le meilleur vecteur contre l'épidémie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tenté
un peu sur tout, enfin, je ne dis pas encore une fois, on a tenté sur tous les terrains. Et il y en a qui ont foiré, mais il y en a qui marchent mieux. Là, par exemple, je me dis, ce qu'on a noué avec les bailleurs sociaux, ben, ça nous servira pour la suite. Quand ça ne sera plus le Covid, ça sera autre chose, mais ça nous servira pour la suite. Voilà, je me dis, on a capitalisé sur ça très fortement. Mais pour l'instant, sur les travailleurs essentiels, là, par exemple, j'ai cité à République pour les livreurs Deliveroo, on était prêt à faire 2000 vaccinations par jour, on en a fait 100 lundi et 200 mardi. Voilà. Bon, ben, on continue parce que c'est déjà ça, quoi. Voilà. Je suis vraiment confus pour ma part, mais je vais devoir vous quitter parce que je dois rejoindre le ministère. Monsieur le directeur, merci à vous, merci pour votre disponibilité, merci encore une fois pour la… Il y avait juste une petite question de Louis-Henri, si on a encore le temps. Elle serait très courte. En fait, vous avez évoqué quelque chose que je n'ai jamais entendu évoquer jusqu'ici. Vous avez dit, on a tâtonné comme la médecine tâtonne. Et je trouve que c'est une approche complètement originale. La ville ne tâtonne pas, elle planifie. Et quand elle planifie, elle ignore tout l'écobiote qu'elle représente. Et je trouve que accepter, comme vous venez de le dire, et je trouve que c'est une modestie qui est tout à votre honneur, de dire tâtonner, nous avons tâtonné. Nous avons souvent échoué et nous avons réussi quelquefois. Et donc, de cette manière, et vous venez de conclure en disant que ce que vous avez fait, ce serait utile pour la suite. En gros, vous dites, on ne s'intéresse pas à la ville d'après, nous sommes la ville d'avant. Nous sommes la ville d'avant la prochaine difficulté. Je trouve que ce sont vraiment deux concepts qui peuvent nous être extrêmement utiles. Il y a là-dessus, merci monsieur, juste en quelques secondes. Je pense là-dessus, effectivement, que moi, souvent, le parallèle avec la médecine m'est revenu, notamment parce qu'en fait, on a avancé en zone d'incertitude. Et je pense en effet que on a une espèce de fantasme, mais qui est un fantasme urbain aussi, de la stratégie, de la planification, du fait d'orienter la ville par les destinations. Et en fait, on est en permanence, la ville, bousculée par les usages. Et nous, dans cette crise, on a été aussi bousculés par les usages et par cette épidémie qu'on ne connaissait pas. Et du reste, cette expression, je ne sais pas si elle est une traduction de quelque chose, mais vous voyez par exemple sur les pistes de vélo spécifiques qui ont été appelées des coronapistes, certaines dire c'était de l'urbanisme tactique, avec l'idée de dire on n'est pas dans la stratégie, là on répond au jour le jour. Mais moi, il y a un point qui est essentiel, et juste c'est que je pense que l'incertitude qui va être le lot quotidien, parce que cette crise, elle a une ampleur sans commune mesure avec ce qu'on a connu, mais on en connaîtra d'autres. S'il y a un deuxième truc qu'elle peut nous permettre de garder, c'est l'idée d'assumer, de dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Et qu'il y a des choses sur lesquelles on va tenter des choses. Et que l'échec d'une idée ne veut pas dire forcément que c'est une faute. Voilà. Or, dans notre culture, dire qu'on a échoué, c'est dire qu'on a fauté. Voilà. Donc, moi, je préfère dire qu'on a tâtonné, qu'on a adapté, que quelquefois on a échoué, mais je considère que ce qui aurait été une faute, c'est de ne pas tenter. Voilà. Mais j'en suis à ma 40e heure d'audition devant un juge d'instruction, donc je ne suis pas sûr que je convainque avec ces arguments. Voilà. Mais en tout cas, merci pour votre intervention, parce que c'était effectivement quelque chose auquel je tiens. Vous avez notre soutien dans cette affaire-là. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Bonjour les amis. D'abord, je vous remercie
beaucoup de m'avoir invité à participer à ce congrès, non, de l'ANTA. C'est la deuxième occasion que j'ai de partager avec vous tous les défis et progrès qui ont eu lieu, non, en Amérique latine et en particulier dans mon pays, le Pérou, non, en termes de développement urbain et territorial. Non. Et en 2016, je suis allé à Lisbonne dans le cadre d'un événement similaire, non, mais dans des conditions très différentes, bien sûr. Aujourd'hui, la pandémie de Covid a montré que pratiquement aucun pays au monde n'est complètement préparé, non, à faire face à un phénomène comme celui-ci. Les villes ne font pas exception, en particulier celles de pays en voie de développement. Non. Malgré tout ça, les villes d'Amérique latine pleines de contradictions, non, comme on peut voir sur cette photo, non, sont la solution et non le problème, comme l'a dit l'architecte Jaime Lerner, le grand transformateur de Curitiba, récemment décédé. Et comme vous le savez, l'Amérique latine est la deuxième région la plus urbanisée de la planète, non, et abrite 6 de 30 villes les plus peuplées du monde. Non. Et l'expérience a montré qu'aucun pays ne peut se développer sans que la majorité de sa population ne vive dans les villes. Bon, le cas de la Chine est le plus récent, mais ce ne sera pas le dernier. Non. De plus, l'Amérique latine bénéficie actuellement de dividendes démographiques, ce qui permettra d'améliorer la situation sociale et économique de sa population, à condition, non, que la région puisse mettre en place des politiques permettant d'améliorer la productivité et la participation des femmes et des jeunes, non, au marché du travail, et surtout de moderniser les villes et intégrer leur territoire avant que la fenêtre d'opportunité démographique se ferme. Non. Et la gestion de la crise sanitaire a été très difficile pour l'Amérique latine, non, qui est actuellement la seule au monde à ne pas encore maîtriser l'augmentation des infections par le COVID-19. C'est l'unique continent, sous-continent, qui n'a pas pu contrôler l'augmentation des contagions et l'augmentation des décès. Non? C'est une situation très particulière. Les niveaux atteints en mars 2021 à l'Amérique latine sont les plus hauts, les plus élevés au monde, non, depuis le début de la pandémie. Nous avons des records. Nous avons des records sous cette situation. Et les carences, non, de système de santé et l'inefficacité de la vaccination, non, ont empêché à la région de vacciner une partie importante de sa population. Non? Moins de 10% de notre population est vaccinée dans ce moment. Non? Il est absolument vrai que la pandémie a provoqué des effets immenses, non, et imprévisibles, je crois, dans l'économie, les domaines sociaux, culturels et sanitaires, bien sûr, mais dans la plupart des pays d'Amérique latine, il y avait déjà
des défis majeurs avant le Covid-19, non? La faiblesse du cadre institutionnel, la précarité du système des partis politiques, la méfiance croissante à l'égard de la démocratie. C'est le continent qui a moins de confiance en la démocratie. Mais par conséquent, même si la crise sanitaire a mis en évidence l'absence d'un modèle de développement territorial dans nos pays, il sera impossible de le mettre en œuvre efficacement sans aborder le renforcement de nos systèmes démocratiques et institutionnels, dont la déconnexion avec les besoins et les attentes de la plupart des citoyens a suscité une réaction de plus en plus violente. Les gens sont sortis sur les rues, non? Notamment de la part des jeunes, non? Des jeunes, dont presque aucun pays de la région n'a pu échapper, non? Et à la Bolivie, à la Colombie, au Chili et au Pérou, non? L'incapacité, non? Du cadre institutionnel de faire réalité les expectatives, les attentes des gens est plus grand et augmenté de jour en jour. Bien que l'Amérique latine ne soit pas l'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, non? De la contamination, la région s'est engagée, je crois, à atteindre les objectifs de développement durable. C'est la préoccupation générale, je crois. Cependant, il est basique, il est essentiel de comprendre que les défis ne sont pas les mêmes dans toutes les sociétés ou dans tous les pays, non? Il existe une grande différence parmi les différentes régions du monde, non? Dans les sociétés latino-américaines, par exemple, non, les barrières les plus importantes au développement durable sont les déficiences matérielles dont souffre une partie importante de sa population, non? Aussi, les faiblesses de son cadre institutionnel, la complexité et l'inégalité de ses conditions socio-économiques et démographiques, la vulnérabilité de leur territoire aux phénomènes naturels et à la déprédation, non? Par contre, l'Amérique latine présente de grandes potentialités productives et économiques, et c'est l'espoir de tous nous. On doit penser que dans ce contexte, non, bien qu'il existe des différences entre les pays qui doivent être considérés, non, mais les principaux défis que les pays d'Amérique latine doivent dépasser, doivent surmonter pour remédier efficacement leurs déficiences structurelles, non, sont les suivants, à mon avis, non? Le manque de planification et de gestion adéquate du foncier urbain, l'existence d'un déficit élevé d'infrastructures, d'équipements, de services publics qui sont complètement déficitaires, l'incidence de niveaux élevés d'informalité dans les activités productives, l'emploi et même dans l'occupation des sols et la construction de logements. Au Pérou, 70% de la construction de logements sont complètement informels. Faible productivité et durabilité des activités économiques, il y a un grand défi, non? La corruption, c'est un problème très grave, non? Qui menace, non? Le futur, l'avenir
de notre pays, non? Et la corruption et le manque de transparence, non? Dans les relations entre la société et l'État, non? Et finalement, l'insécurité et la violence sociale qui fait crise dans les villes, et dans la plus grande ville surtout, non? Mais si on peut relever, non? Pour relever ces défis au milieu de ces conflits multiples, comme on a dit, on doit penser dans un nouveau contrat social. Je crois qu'un nouveau contrat social dans nos pays est complètement nécessaire, non? Et dans lequel les partis politiques, la société civile organisée et l'État assument, non? Doivent assumer des engagements, non? Sous un modèle de solidarité et de co-responsabilité, non? Et après la pandémie, on a beaucoup parlé de la nécessité d'un pacte social dans les contextes internationaux, mais en Amérique latine, la vocation au dialogue et à la tolérance entre tous s'est perdue, non? La pression, je crois, doit venir de la société, non? Mais le but ultime est de regagner confiance en la démocratie. Cet nouveau contrat social doit mettre en œuvre des accords de collaboration entre les gouvernements nationaux ou fédéraux, non? Les régions ou les États, non? Et les municipalités pour développer des projets de développement économique et social, surtout pour la population moins favorisée. On doit récupérer l'organisation sociale. Nous avons perdu la puissance de l'organisation sociale qui a été traditionnelle dans notre pays, surtout quand les conditions économiques, sociales et politiques étaient très difficiles. Mais le développement, la croissance des revenus a provoqué la faiblesse de l'organisation sociale, et cette situation a été complètement un problème pour lutter contre la pandémie, non? C'est impossible pour nous de donner de l'argent pour les gens. C'est terrible, le manque de coordination pour fournir de biens publics plus basiques, non? C'est un problème. Mais l'organisation sociale est une ressource qu'on doit récupérer pour trouver la solution de ce type de problème, non? Et les entreprises ont un rôle aussi, non? Et les entreprises, comme vous savez, je travaille avec une association d'entrepreneurs de la construction, mais nous sommes très, très convaincus que les entreprises doivent rechercher des alliances avec les communautés, les universités et les institutions publiques pour intégrer les besoins sociaux dans leur pratique de responsabilité sociale et pour définir une stratégie commune d'innovation et de recherche. La capacité du secteur privé de promouvoir l'innovation doit aider, non, pour trouver les solutions des graves problèmes qui sont provoqués à conséquence de la pandémie
et avant la pandémie. Non? Il y a beaucoup d'exemples très intéressants en très petits projets. Non? Par exemple, les entrepreneurs en restauration. Vous savez qu'il existe une révolution culinaire au Pérou. Et les entrepreneurs en restauration ont créé une école technique pour former des chefs. Et ils ont situé cette école dans un bidonville, non, au nord de Lima. Non? C'est une expérience très intéressante pour essayer de trouver un objectif commun entre la société, les entrepreneurs, l'académie et aussi l'État. Non? Cette école développe aussi également des travaux d'innovation et de recherche avec les producteurs agricoles qui sont les plus pauvres du Pérou pour tenter de produire en chaîne, non? En chaîne de production qui peut profiter toutes les personnes. Non? C'est un grand exemple. Il y a plusieurs de ces exemples qui doivent être inclus, non? Dans les stratégies de responsabilité sociale et, je crois, du modèle de business, non? Des entreprises. Non? C'est un changement qui est radical, je crois, que les entreprises doivent faire, non? Pour aider à résoudre ce type de problèmes qui sont très graves, très profondes. Non? Bien, il existe les opportunités de la nouvelle normalité, non? Le nouveau normal qui est en phrase un peu n'est pas correct, non? Mais également la planification et la conception des projets urbains doivent tenir compte, non, de nouvelles habitudes qui ont émergé, non, de la pandémie. Et c'est très difficile de faire une projection, non, d'estimer quelle partie de la population va changer leur habitude de vie, le travail, la médecine, l'enseignement, le commerce numérique, non? Mais c'est clair qu'ils sont utiles, qu'ils sont disponibles dans ce moment pour une partie très importante de la population, et le télétravail, la télémédecine, le téléenseignement, non, vont changer, je crois, l'idée d'éloignement, non? Et réduire l'utilisation des transports privés et revaloriser les espaces publics traditionnels, non? Les espaces à l'échelle de quartier qui, dans une grande partie de notre ville, sont oubliés jusqu'à ce moment. Et finalement, on peut dire qu'il y aura une plus grande inquiétude au sujet du changement climatique dans tout le monde. Non? Mais les pays de l'Amérique latine ont un défi double, non? Parce qu'ils ont passé, non, sans échelle, pour dire de certaine manière, sans échelle d'une industrie très contaminante à, non, l'économie circulaire. Non? C'est une obligation parce que les pays ne seront pas concurrents, non, compétitifs si le modèle de production ne change pas. Non?
aussi, je crois que les maisons, non, deviendront, non, plus technologiques et plus adaptées au travail et pour faire d'autres activités, non, qui, avant la pandémie, n'étaient très, très fréquentes, non, de faire dans la maison. Non? Et finalement, les grands défis, non, les grands défis de la collaboration, de la solidarité, non, et de la co-responsabilité et les chemins, non, pour améliorer des conditions de vie, d'opportunités, de bien-être, non, de la plupart de notre population. Et les problèmes sont très critiques. Par exemple, non, 25% de la population à l'Amérique latine n'a pas un accès adéquat à l'eau, non? 60 millions de personnes en Amérique latine n'ont pas un service basique, non, pas public qui est obligatoire pour commencer à penser à la durabilité. Bon, excusez-moi pour les problèmes de la connexion, jusqu'ici la présentation. Je m'excuse aussi pour mon français très précaire, non? Mais espérons que ce n'était pas si mal. Non? Merci beaucoup. Merci Guido, tu auras une très bonne note, ton français est impeccable. N'ayez absolument aucune crainte, nous avons compris ce que tu disais. Je retiens simplement les derniers éléments. Ta présentation est très riche et tu as défini le cadre dans lequel l'Amérique latine et le Pérou en particulier doivent s'engager s'ils veulent justement dépasser l'épidémie, c'est-à-dire un nouvel équilibre que vous recherchez, mais avec plus d'inclusion, plus d'équité, plus de respect de la biodiversité, plus de confort. Cela demande une vision, une réflexion, ça demande des collaborations, et c'est le mot qui revient à nouveau, c'est celui de concertation, de partenariat, de coalition, et puis des moyens financiers. Là, on n'en a pas parlé, mais tu as souligné très fortement le rôle du secteur privé, et notamment des industries de la construction, à créer dans le cadre de leur responsabilité entrepreneuriale, de créer des mécanismes ou de créer des actions, même si elles sont limitées, mais qui montrent la volonté du secteur industriel, du secteur économique et des grandes entreprises à jouer le rôle du partenariat social. Donc ça, c'est très riche. J'espère que tout à l'heure dans la discussion, il y aura des questions qui te sont posées sur les moyens que vous mettez en place pour encourager ce partenariat entre les entreprises et les collectivités de l'autre côté. Mais merci pour ta présentation et merci d'avoir tenu le temps qui t'avait été imparti. Francis Ventura, c'est à ton tour si tu veux prendre la parole. Merci beaucoup à INTA pour cette invitation à participer dans les congrès INTA 44. Je vais essayer de répondre à la question qu'on m'a formulée par les organisateurs avec un parlement de à peu près 30 minutes. On va commencer. L'humanité a effectué ce grand saut évolutif pendant et après les grands conflits régionaux et planétaires. Guerres, sécheresses, famines, autres cataclysmes naturels et les épidémies, de la peste bubonique à la grippe espagnole et maintenant le coronavirus. Et il convient aussi de constater la profonde accélération que connaît notre société. Ce qu'il y a de 100 années nécessitait la prise en charge des générations ne résiste pas aujourd'hui à un cycle de formation dans l'enseignement de base. Les programmes scolaires naissent presque obsolètes. Comme le dit André Sleider, directeur du département d'éducation de l'OCDE, l'éducation en Espagne prépare les élèves à un monde qui n'existe plus.
Cette accélération, qui n'est pas seulement technologique, entraîne des changements dans l'éthique communautaire, la morale et les principes de coexistence. Quelque chose de similaire se produit avec la sensibilisation à l'environnement. Nous savons que le réchauffement climatique, l'émission de gaz et de particules dans l'atmosphère transforment nos écosystèmes. Nous sommes d'accord sur des scénarios d'atténuation à une échelle presque mondiale. Mais dans notre action quotidienne, le recyclage des déchets est toujours une tâche ardue, où la décision de prendre les véhicules privés ou le transport en commun est souvent conditionnée par notre confort et non par le sens du bien commun. C'est, je pense, le contexte post-Covid dans lequel nous nous trouvons. Et je vais essayer de mettre sur cette table quelques-uns des scénarios qu'avec plus ou moins de conscience, nous construisons dans le domaine de la ville et de la mobilité urbaine. Quelques paradigmes qui changent sur la mobilité urbaine suite à la COVID-19. Le mythe de la ville compacte. Nous avons tous, ou beaucoup de nous, fait valoir que pour parvenir à une ville plus saine et plus durable, il était nécessaire d'appliquer les critères DOT, conception orientée vers un transport et un trafic plus durable, que certains appellent pourtant DOMS, en remplaçant transport par mobilité, et qu'en Europe, on eut comme une des meilleures diffuseurs l'architecte danoise Jangel. Ville dense, compacte, multifonctionnelle et piéton. Eh bien, le Covid nous a soudainement redonné le concept selon lequel on vit mieux à la campagne qu'en ville. Et si vous pouvez télétravailler, mieux encore. Je reviendrai sur cette idée plus tard. Les gens qui ont pu le faire, dans la mesure de leurs possibilités, dans un pays comme le mien, plein de deuxième et troisième résidences, sur la plage et en montagne, ont quitté la ville. Nous récupérons le modèle de la cité-jardin, en Catalogne traduit dans l'utopie de la Casette i l'Hortet, comme symbole de bien-être pour les travailleurs et tous les gens qui ont besoin de partir de la ville. Face à la ville déshumanisée, potentiellement peu sûre, les villages plus accueillants, même avec des touristes, mais aussi un peu plus inquisiteurs. Je réponds donc à l'une des questions posées au Congrès. Pour moi, oui, le Covid nous apprend à bien mieux valoriser les qualités des communes petites et moyennes, symbole d'une plus grande tranquillité vitale, plus saine et à une échelle suffisamment humaine et qui permettent un plus grand contact avec la nature. L'urbanisme tactique. Alors que les gens quittaient la ville dans la mesure du possible, les responsables politiques ont tenté d'adapter de façon accélérée une partie de l'espace public pour obtenir de meilleures conditions environnementales pour son utilisation d'une manière, d'abord, sanitairement appropriée, distance sociale, ensuite, plus équitable socialement. Davantage d'espace pour être fondamentalement des terrasses de bars et de restaurants et d'élargement des trottoirs, et moins d'espace pour la voiture, pour faire lieu au mode de déplacement aimable. Face à la nécessité de donner de l'air à un espace public qui, aux aires où il pouvait être accessible, se remplissait rapidement du monde, et de démontrer que les choses étaient faites dans l'urgence, des formules d'intervention ont été utilisées dans le cas de Barcelone, déjà testées dans les environnements de ce que nous appelons supermanzanas, superîles. Actions légères, essentiellement peinture, mobilier urbain et une certaine végétation à l'intérieur des conteneurs, sans grand investissement en infrastructure, ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. Cette façon de compartimenter l'espace pour répartir les activités de façon plus rationnelle
a l'avantage de permettre d'agir sur la base essai et erreur et rend les corrections moins difficiles jusqu'à ce qu'un modèle efficace soit établi. Par contre, elle présente l'inconvénient qu'en l'absence de plans ou de projets concrets, il n'y a pas non plus de procédures administratives et nombreux citoyens se plaignent d'être sans défense devant des actions qui modifient leurs conditions d'environnement et qu'ils considèrent abusives. Une troisième dérivée du problème est que ce type d'intervention temporaire crée souvent une confusion et un sentiment de désordre, que d'autres citoyens vivent comme une sorte de dégradation de leur environnement urbain. La multiplication des pistes cyclables diversement balisées ou la délimitation des espaces avec des clôtures de chantiers, par exemple. Enfin, il y a aussi un débat plus souterrain, mais qui ne peut pas être sous-estimé. Tous les partis ont utilisé cet urbanisme tactique des circonstances pandémiques pour récupérer l'espace gagné par la voiture, essentiellement des places de stationnement sur la voie publique. Un espace qui a été destiné au transport public, arrêts, à la bicyclette et à la patinette, pistes cyclables et stationnement public pour bicyclettes, à la marche à pied dans la rue, élargissement des trottoirs, au chargement et déchargement pour répondre à l'augmentation de la livraison à domicile. Les partisans de cette nouvelle répartition modale de l'espace public ont réclamé son extension et les partisans de la circulation motorisée se sont plaints. Il en résulte un nouvel équilibre instable, dû au concept même du tactisme. Conséquence, vient maintenant des mois, peut-être des années, au cours desquels nous devrons revoir ou consolider ce nouveau scénario de répartition du tronçon de rue. Que personne ne pense que la ville puisse assimiler pacifiquement les changements intervenus ces derniers temps. Reste ensuite à voir, pour répondre à une autre des questions posées par les organisateurs, si les changements seront maintenus dans l'après-Covid. L'avenir de ces espaces transformés dépendra de la robustesse de chaque système de représentation démocratique existant dans chaque ville. En tout cas, force est de reconnaître qu'un premier lanceau a été déjà fait. Ville et nature. Quand les gens ont pu à nouveau sortir de chez eux, ils ont eu besoin de contacter avec la nature. L'exode vers la mer ou la montagne était absolu, d'où l'augmentation du tourisme local, non seulement parce que les frontières étaient fermées, mais aussi parce que plusieurs personnes ont ressenti le besoin de sortir de la ville. Et les gens sortaient parce qu'ils constataient qu'il n'y a pas de nature dans la ville, ou il n'y a pas suffisamment de nature dans la ville. Ou telle était leur perception. Par conséquent, nous devons récupérer la nature en ville si nous voulons que les gens veuillent continuer à vivre dans notre ville. Sinon, ceux qui le peuvent, une autre forme de ségrégation socio-économique, vivront à nouveau à la campagne ou y prolongeront leur séjour. Et la ville sera réservée à ceux qui n'ont pas d'alternative. Façades et toitures végétalisées, plantation totale d'arbres sur le réseau routier, jardins urbains, plans d'eau, pour agir comme facteur de rééquilibrage climatique, sont des concepts qu'il faut parvenir à normaliser pour donner une nouvelle ère à la ville. Le problème est que changer ces scénarios ne peut pas se faire à partir d'un écologisme tactique. De nouveaux cadres d'aménagement sont nécessaires, mais il faut surtout des ressources, publiques et privées, pour transformer beaucoup de béton en une abondance de verre et d'eau. Nos citoyens aspirent à profiter au quotidien de l'odeur de l'air retendu. S'ils ne la trouvent pas en ville, ils la chercheront à l'extérieur.
la mobilité que génère la COVID et les déplacements territoriaux. J'entends que dans ce congrès, nous parlons de mobilité urbaine, régionale, métropolitaine, et non de grands déplacements étatiques ou internationaux, qui ont également été touchés, et beaucoup par la COVID. Dans certains cas, avec un grand impact sur la ville. Mais je vais parler seulement de la mobilité urbaine. La mobilité liée au tourisme. Il est clair que les villes les plus dépendantes du tourisme global se sont appauvries avec la COVID et qu'elles aspirent à retrouver le taux d'emploi d'avant COVID. Même dans celles où les soucis de gentrification que de superpopulation touristique avaient conduit à des stratégies de limitation que la même administration qui les ont promis aujourd'hui recherchent les moyens de les réorienter parce que tout le monde est déjà conscient que le poids dans le PIB local du tourisme n'est pas superflu. L'enjeu est de transformer les modèles pour que la facturation soit maintenue sans avoir besoin d'atteindre les taux d'affluence élevés précédents. De toute façon, le changement des modèles touristiques dérivés du Covid, la même substitution d'une partie de la demande internationale par la demande locale, par exemple, outre le fait d'avoir des effets sur la composition du négoce, qui n'est pas l'objet de cette intervention, et n'a sur les conditions de mobilité, ce qui est le cas. Tourisme local est synonyme d'un type de déplacement moins programmé, basé sur l'utilisation du véhicule privé, avec des routes plus restreintes, souvent avec des itinéraires plus erratiques, mais liés à une activité qui conduit le déplacement. Assister à un match de football, une représentation théâtrale, une manifestation. Il est donc nécessaire de réordonner la gestion de la mobilité touristique, surtout à la source, afin d'arriver à minimiser les effets sur la mobilité générale produite par ces déplacements. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, nous aurons pu retrouver le grand volume de visiteurs internationaux, mais nous devrions essayer de ne pas perdre le patrimoine, également au niveau de la coexistence nationale, qui représente le tourisme intérieur, généré par la fermeture des frontières. La ville visitée doit être perçue comme accueillante et conviviale, et ces caractéristiques sont également apportées par la façon dont vous arrivez et jusqu'où vous pouvez entrer dans la ville. Les gares ferroviaires et le parking d'autocars à la périphérie des banlieues sont un symbole de mépris pour le tourisme. Un autre exemple, le camping-car. De nombreuses communes, aussi bien côtières que montagnardes, sont envahies chaque week-end, sans parler des périodes de Pâques, de Noël ou ce qui viendra cet été, par des familles qui voyagent avec des véhicules adaptés pour y séjourner, tels des escargots surmontés de leurs coquilles. À l'origine, il s'agirait d'expérimenter le désir de se rapprocher de la nature. Très bien commercialisé, il faut le reconnaître. Mais finalement, beaucoup ne peuvent pas renoncer à ces commodités urbaines et finissent par stationner sur n'importe quelle place de promenade urbaine, privatisant ainsi les espaces publics. Nombreuses municipalités ont été contraintes de réglementer rapidement l'interdiction des campeurs et l'installation de ce type d'hébergement touristique mobile, car elles considèrent que la population n'est pas prête à les assimiler, tant en termes d'infrastructure que sociale, ou de créer des zones de camping peu équipées en services urbains qui ne sont pas toujours payantes. Mais la mobilité personnelle, à mon avis, elle est le rang gagnante temporaire du processus COVID. Nous avons tous besoin de marcher davantage pour utiliser la bicyclette et la patinette, principalement électrique,
en propriété ou en location ou en concession. Cette nouvelle façon de se déplacer en ville modifie le paysage urbain et même la conception de nombreux halls d'immeubles pour éviter l'insécurité que génère le fait de laisser les véhicules dans la rue. En une longue année, nous avons conçu des pistes cyclables et les avons mises en place avec de la peinture ou même avec des protections physiques. Nous avons créé des aires de stationnement qui approuvent des réglementations spécifiques au niveau de l'État, de la région que de la commune. Il s'agit d'un sous-secteur qui a exploité, peut-être parce qu'il était déjà mûr et que pour certaines tranches d'âge, il est appelé à perdurer. L'enjeu pour une population vieillissante comme celle de l'Europe consiste aujourd'hui à créer les conditions afin que les personnes âgées qui ont plus de difficultés à se déplacer pour des raisons physiologiques évidentes n'aient pas à vieillir chez elles. Il doit être possible de sortir dans la rue en fauteuil roulant électrique de façon aussi naturelle que de rouler en patinette. Et cela, le Covid-19 ne nous l'a pas encore appris. Le commerce de la livraison à domicile. S'il y a quelque chose que nous avons tous appris rapidement au cours du confinement, c'est de conserver ou augmenter les chaînes d'approvisionnement sans devoir sortir de chez soi. L'achat, en fait la vente, sur Internet est devenu une autre grande opportunité dérivée de l'impact du Covid-19. Il y a eu un changement radical, aussi bien dans les profils des acheteurs, beaucoup plus universalisés, que dans le produit proposé et dans les types d'entreprises qui ont intérêt dans leur réseau de distribution, l'offre en ligne, commerce local aussi. Dans les périodes de plus grand isolement domiciliaire et de restriction de la circulation routière, la multiplication des véhicules destinés à amener à les maisons les produits achetés n'impliquait pas un grand conflit dans le domaine de la circulation, au-delà d'une augmentation certaine des taux d'accidents. Avec la levée progressive des restrictions, la mobilité professionnelle instructive ou non obligatoire reprend et les rues se remplissent à nouveau de véhicules. Désormais, la livraison devient plus difficile, à la fois parce qu'il y a moins de place dans la rue pour se garer et parce que les gens ne sont plus toujours chez eux et que les tranches horaires de livraison se sont concentrés. Pour toutes ces raisons, une révision en profondeur de la stratégie DOOM, distribution urbaine des biens, s'impose dans un grand nombre de nos villes. Ne pas penser exclusivement à grandes multinationales du e-commerce, mais aussi aux supermarchés qui ont augmenté les commandes par téléphone, les coiffeurs ou les physiothérapeutes qui refont des services à domicile, ou les restaurants qui servent habituellement le dîner à domicile. À mon avis, il faut savoir positiver cette nouvelle façon d'acheter, de vendre, d'offrir et de recevoir des services. Mais il faut aussi que nous puissions redistribuer les scandales de coûts, pas seulement les strictement économiques, pour ce que nous économisons d'un côté se retrouve de l'autre sur différentes formules. Aussi même de socialisation. Et surtout, lutter pour éviter la désertification nocturne, voire diurne de l'espace public. Le tertiaire a donné naissance, au sens le plus littéral du terme, à nos villes. Il faut que de nombreuses façades, aujourd'hui fermées parce que les activités ont fait faillite ou ont été réorientées, reprennent vie. Il y va de la sécurité et de la coexistence des citoyens. Le télétravail. L'une des autres grandes salles réalisées un peu de temps, du moins dans les pays du sud de l'Europe. Plusieurs études ont placé la croissance du télétravail en Espagne entre les périodes pré-Covid et aujourd'hui dans les fourchettes de 5%, de moins de 5% à entre 14 et 16%.
nous assimilant rapidement aux standards de l'Europe du Nord. Mais ce qui est particulièrement remarquable, c'est d'une part que plus de 70% de la population pense qu'elle pourrait télétravailler, et d'autre part que la plupart préféraient ne le faire que pendant une partie de leur temps de travail, quelques jours par semaine. En définitive, nous sommes confrontés à un phénomène qu'il sera difficile de réduire et qui, une fois consolidé, intégrera un facteur de variabilité qui nous conditionnera énormément pour faire des prévisions en matière de mobilité, de planification des réseaux et des services de transport public. Ce qu'il est maintenant intéressant de souligner de cette évolution du travail, c'est l'impact qu'elle aura en termes d'urbanisme et d'éducation. Les logements devront intégrer encore un bureau et il est difficile d'imaginer dans des unités aussi petites que celles que nous construisons actuellement, 60 mètres utiles pour un programme familial de 3-4 personnes. Des changements typologiques importants sont par conséquent attendus et les cadres juridiques et réglementaires devront être préparés pour les rendre possibles. Le signal de voix et de données sera un service urbain essentiel, comme l'eau, l'assainissement et l'électricité. Comme disaient les copains péruans, si l'eau doit être un service basique pour toutes les familles, le signal aussi même. Parce que combien d'enfants ont raté une année scolaire parce que Internet n'arrivait pas à la maison? Un nouvel indicateur de niveau de bien-être de la population devra être la signal. Et il faudra pouvoir distinguer quand la consommation sont imputables à l'entreprise et quand elles sont à l'activité quotidienne et familiale. Le concept de bureau open space prendra une nouvelle identité. Car à quoi bon garder un bureau ouvert pour un travailleur qui se rend dans son entreprise que tous les 3 jours? L'espace devra être partagé. Les relations clients, fournisseurs et consultants seront également différentes et les déplacements seront réduits dans une mesure plus ou moins grande. Mais dans ce nouveau contexte, l'espace de communication virtuelle, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, sera très important pour créer l'image et le climat approprié. Avec moins de personnes travaillant présentiellement, il y aura plus de mètres carrés de bureaux. La même chose arrivera aux zones de stationnement. Il faudra penser qu'est-ce qu'on doit faire avec tous ces mètres carrés de sous-sol qu'ils n'auront pas de fonction. Au niveau de l'espace urbain, le télétravail aura ses implications, une plus grande flexibilité des horaires, la possibilité d'utiliser certains équipements de manière plus intensive et surtout, si l'on parvient à planer les heures de pointe, un impact moindre sur la congestion de la circulation et bien sûr sur l'utilisation des transports en commun, qui devra être redimensionné en termes de conditions d'offre. Parlons-nous des transports publics, une grande victime des effets de la COVID-19. Des faibles d'encre ont été versés sur les dommages que la COVID et les responsables de la gestion de la crise ont causé au système de transport public, en particulier des passagers, dans le monde entier. Il n'y a pas que l'UITP. Toutes les administrations sectorielles en charge de la mobilité et des transports reconnaissent qu'au pire moment de confinement, la réduction de l'utilisation des transports publics se situait à des niveaux inférieurs à 10% de la demande pré-Covid et qu'à l'heure actuelle, la reprise ne dépasse en pratiquement aucun cas les taux de 80-95% de la demande antérieure. La plupart des opérateurs soulignent également que le plus grand impact sur la réduction du nombre de passagers se produit lors des heures de pointe. Il convient de garder l'esprit à cet égard que, par exemple, en Espagne,
le retard de la réouverture des centres universitaires a faussé encore plus ces données. En tout cas, à mon avis, la tendance est que pendant un certain temps, un minimum de 2 exercices complets, les valeurs absolues des voyageurs utilisant les différents modes de déplacement n'augmenteront pas à des taux supérieurs à 2019, une des meilleures années pour le secteur dans notre pays. Et que, grâce à une plus grande flexibilité dans de nombreux aspects des relations personnelles, la virtualité des relations ou le télétravail, de nombreux utilisateurs pourront planifier les déplacements en essayant d'éviter l'embouteillage, ce qui peut réduire les pics de demande. En définitive, moins de personnes, ou les mêmes, mais différemment réparties. Mais il y a un autre facteur de distribution qui m'inquiète encore plus. Pour des raisons sanitaires et de soutien aux services essentiels, même dans les phases de confinement les plus dures, il y a eu la volonté de maintenir le niveau de service, ce qui a conduit à des augmentations spectaculaires des déficits d'exploitation qui ont dû être couvertes en grande partie par les administrations de régulation des systèmes tarifaires. Il faut être conscient que ce déficit est devenu structurel. Cela a été une pulsion économique sur le système. En outre, et aussi avec une certaine logique, les administrations publiques ces prochaines années devront se concentrer sur le secteur sanitaire, de la santé, car c'est ce que les gens veulent. En définitive, le secteur du transport connaîtra quelques années au cours desquelles la modernisation devra être douce, sans de gros investissements dans les infrastructures et en veillant à corriger cette dérive déficitaire. Un mauvais scénario pour gagner des parts de marché par rapport aux véhicules privés. Je vais finir déjà. Les sauts technologiques dans la mobilité privée. Les mois avant l'apparition du Covid-19, l'Europe s'était lancée dans la course pour la mise en place du véhicule autonome, ce qui signifiait un véhicule partagé, entre autres idées fortes. La pandémie conduit à un changement du discours. En tout cas, l'électrification de la flotte est maintenue afin de réduire les émissions et de continuer de miser sur une planète plus verte. La durabilité environnementale reste une préoccupation majeure de notre société. La dotation technologique consacrée aux télécommunications, 5G et Internet des choses, est maintenue et augmentée parce que nous avons réalisé à quel point nous dépendons et dépendrons de ces outils, bien que la réalité présente ne soit pas à la hauteur de l'évolution vers les attentes futures, comme bien aujourd'hui nous avons pu expérimenter. Mais personnellement, je considère le retard dans la course aux véhicules autonomes comme un échec global, parce que je l'ai vécu comme une belle opportunité d'améliorer pleinement nos villes. Je ne concevais pas une mise en œuvre de cette technologie sans une idée d'universalisation du réseau routier. Et j'espérais que les administrations ne toléreraient pas que la mise en place des équipements de guidage nécessaires au passage des véhicules soit faite sans en profiter pour doter ces territoires d'autres services urbains qui pourraient éventuellement manquer, de l'eau que disait le copain Perrier. Avec la conduite automatique, la civilisation pourrait arriver là où l'homme était déjà arrivé. D'autre part, le régime de possession des véhicules autonomes, la non-propriété individuelle, signifie également la création d'un niveau intermédiaire entre véhicules privés et transport public collectif qui pourrait aider à construire un nouveau modèle de mobilité motorisée plus rationnel, efficace et équitable. Malheureusement, le Covid ne nous aide pas dans ce processus. Et si nous analysons le rôle que jouent à nouveau les grands constructeurs automobiles, il semble que leur engagement stratégique ne va pas
ne va pas non plus dans cette direction. Et enfin, les pouvoirs publics ne sont pas en mesure non plus de favoriser directement cette adaptation technologique au moment, comme il a été dit, où les ressources publiques doivent être utilisées dans d'autres directions prioritaires. Il nous reste donc à espérer que dans les années à venir, et grâce aux effets positifs de la pandémie, nous puissions avancer dans la décarbonatation de la mobilité et que nous serons mieux connectés afin de pouvoir réduire le nombre de déplacements ou les rendre plus efficaces. Je pense qu'il reviendra à nos enfants d'assurer la préparation des villes au grand avenir. Je vais dans la conclusion. Rien ne pourra faire revivre une seule des millions de morts causés par la COVID-19. Rien ne soulagerait non plus les souffrances endurées par ceux qui ont subi l'infection, ou ceux qui ont été à leur côté, ou ceux qui ont dû être longuement confinés. Mais il ne sert à rien non plus de sous-estimer le facteur d'accélération que cette pandémie provoque, comme cela s'est passé tout au long de l'histoire. En termes d'évolution scientifique, notamment dans le secteur médical, mais aussi dans le fonctionnement de nos villes, parce que nous sommes en train de modifier notre mode de vie, en partie à cause de Covid. L'enjeu est aujourd'hui d'être vigilant et de savoir profiter de toutes les choses positives que nous offre ce nouveau scénario de coexistence. Et surtout, de faire en sorte que le caractère mondial de la pandémie puisse être utilisé comme un facteur de réduction des inégalités et non de leur augmentation. Nous pouvons obtenir des villes plus inclusives, moins segmentées, une plus grande intégration entre la campagne et la ville, des villes plus naturalisées à l'échelle humaine et en même temps d'autres populations plus dynamiques, moins âgées et moins désertées. C'est à chacun de nous de trouver le chemin que nous finissons par choisir. Merci beaucoup. Merci Francis. Très bien. Très bien de ce tableau très complet des impacts, du moins des acquis de la crise, qui sont certains, tu en as signalé beaucoup, et des acquis ou des impacts qui sont incertains, tu les as signalés également. Toutes les modifications que nous vivons aujourd'hui n'ont pas vocation à se reproduire et à continuer au cours des années ou des mois et des années qui vont suivre l'épidémie. Mais il y a des leçons à tirer sur la flexibilité, le caractère tactique, pour reprendre une partie de ton analyse, le caractère tactique des mesures qui sont prises au niveau des collectivités locales. Mais ça nous amène à un autre débat. Je voudrais proposer 7 minutes de pause, si c'est possible, parce que nous avons besoin de rafraîchir nos petites cellules grises, pour parler comme M. Hercule Poirot. Et puis on reprend tout de suite avec les questions, puisqu'il y a beaucoup certainement dans la table ronde qui est là, il y a certainement beaucoup de questions, notamment sur la mobilité sur ton papier, et celui de Guido sur le rapport du politique à la santé dans les pays en voie de développement ayant de très grandes difficultés institutionnelles.